Le chef de file Christian Malanga s'est fait tuer par les FARDC à la suite de son coup d'État manqué contre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Ce dernier a été neutralisé par l'armée au cours de son offensive au Palais de la Nation et des coups de feu se sont fait entendre vers 4 heures du matin dans la capitale Kinshasa. Un acte visant à fragiliser davantage le pays, plus qu'il ne l'est déjà avec l'insécurité criarde orchestrée par les activités criminelles du M23. En plus de cet assassinat, le contingent national affirme avoir arrêté une cinquantaine de personnes où 3 citoyens américains ont été identifiés. Âgé de 41 ans, Christian Malanga était un Congolais d'origine et issu de la diaspora. En exil aux États-Unis, ce chef de l'opposition s'était présenté en 2011 aux législatives en RDC, dont les rangs de l'opposition anti-Kabila. En 2017, il crée le mouvement Nouveau Zaïre. Dans la matinée du dimanche 19 mai 2024, ce dernier avait publié sur un faux compte Facebook une vidéo en direct du palais présidentiel, entouré d'hommes armés et proférant des menaces à l'encontre du président congolais Félix Tshisekedi. Il faut dire que depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi à un second mandat, le pays continue d'être menacé par une crise sécuritaire notoire. Ceci malgré les manœuvres et les efforts du chef de l'État à y remédier. Toutefois, les Congolais restent debout et unis face à cette situation d'instabilité et les forces de défense encore plus à la pointe pour maintenir la sérénité au sein des populations du pays. Un accord de désengagement pour le retrait des forces américaines du Niger a été finalisé. L'annonce s'est faite par le ministère de la Défense nationale du Niger et le département de la Défense des États-Unis en date du dimanche 19 mai 2024. Ce retrait en cours devra donc s'achever au plus tard le 15 septembre 2024. L'accord entre les deux parties stipule que le départ des forces américaines se fasse dans l'ordre et en toute sécurité. À cet effet, des dispositions ont été prises pour garantir la protection et la sécurité des soldats états-uniens durant toute la période de leur retrait. De plus, des procédures bien définies ont été mises en place pour faciliter l'entrée et la sortie du personnel américain ainsi que les autorisations pour les vols militaires leur permettant de survoler et d'atterrir sur le territoire nigérien. Par ailleurs, le Niger et les États-Unis entendent poursuivre leur coopération dans les domaines d'intérêt commun. Aussi, dans cet engagement, le ministère de la Défense nationale du Niger et le département de la Défense des États-Unis ont souligné que le retrait des forces américaines n'empêche en rien la continuité des relations entre les deux pays, surtout dans le domaine du développement. Les autorités nigérianes se sont dotées d'une école nationale de pétrole et de gaz rattachée à l'université André Salifou de Zenden. Une initiative qui vise à préparer les futurs professionnels pour le marché de l'emploi dans le secteur énergétique. La cérémonie d'inauguration de cet institut a eu lieu le 17 mai 2024, pilotée par les autorités compétentes, notamment Mamadou Saïdou, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Il était accompagné du secrétaire général du gouvernorat de Zenden et de responsables de forces de défense et de sécurité d'étudiants et des autorités rectorales. Lors de sa prise de parole, le ministre a souligné que cette nouvelle institution académique formera dorénavant les étudiants au niveau de la licence professionnelle et du master professionnel, tout en offrant le programme de perfectionnement et de recyclage pour les ingénieurs et techniciens du secteur pétrolier. Il est clair qu'avec cette école, le Niger ambitionne de devenir un acteur clé
dans le domaine de l'énergie en Afrique. Notons que l'ouverture de cet établissement intervient au moment où la production journalière du pétrole brut du Niger passe de 20 000 à 110 000 barils. La production pétrolière du Niger connaît une croissance notable sur le marché international. Ceci facilitera le transport efficace via le Bénin, même si les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Selon le communiqué de la Cour pénale internationale, les éléments de preuve recueillis et examinés par le bureau ont conduit à la conclusion que Netanyahou et Gallant portent la responsabilité pénale de ces crimes. Cette décision a suscité des réactions variées au niveau international. Certains pays ont salué cette mesure comme un pas vers la justice et la responsabilisation des dirigeants pour les actes commis dans la zone de conflit, tandis que d'autres ont critiqué la CPI. En Israël, cette annonce a provoqué un séisme politique, avec Netanyahou dénonçant le mandat d'arrêt comme une attaque contre la souveraineté d'Israël et une parodie de justice, tandis que Gallant a affirmé que les opérations militaires avaient été menées conformément aux droits internationaux. Notons que le mandat d'arrêt international contre Netanyahou fait suite à la plainte de l'Afrique du Sud contre l'État hébreu. En rappel, l'Afrique du Sud s'est adressée à la Cour internationale de justice de La Haye le 29 décembre dernier pour réclamer l'ouverture d'une procédure judiciaire contre Israël, affirmant que dans sa guerre menée contre le Hamas à Gaza, le pays avait violé ses obligations en vertu de la Convention sur la prévention du génocide. À ce sujet, la Cour internationale de justice avait statué qu'un risque de génocide existait bel et bien à Gaza et limitait les capacités de manœuvre de Tsahal sur le territoire. Le tribunal avait également rendu une ordonnance provisoire ordonnant à Israël d'assurer le transfert de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Notons que depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre à outrance dans la bande de Gaza qui a fait plus de 113 000 victimes civiles entre morts et blessés, en majorité des femmes et des enfants. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Un deuil de 5 jours a été décrété en Iran après le décès, dans un accident d'hélicoptère du président Raïssi. C'est ce qu'a déclaré le plus haut responsable de la République islamique dans un communiqué publié quelques heures après l'annonce de la mort du président. Durant cette période d'hommage, les drapeaux iraniens seront mis en berne en Iran ainsi que dans les représentations diplomatiques iraniennes à l'étranger. Il convient de mentionner que Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères, ainsi que 7 passagers, ont perdu la vie dimanche 19 mai dans le nord-ouest du pays suite à un crash meurtrier. Ebrahim Raïssi est remplacé dans la foulée par Mohammad Mokber, son vice-président de 68 ans. L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a aussi nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s'agit du négociateur du nucléaire Ali Bagheri. Ce dernier, considéré comme un proche du guide suprême Ali Khamenei, Bagheri, 56 ans, avait été nommé en septembre 2021 vice-président des Affaires étrangères et négociateur en chef chargé du dossier nucléaire. Du Liban au Yémen, en passant par la Syrie, les alliés de l'Iran dans la région ont rendu hommage lundi au président iranien Ebrahim Raïssi, tué la veille dans un accident d'hélicoptère, saluant son engagement en faveur de l'axe de la résistance contre Israël. Le puissant Hezbollah libanais, armé et financé par l'Iran, et le Hamas palestinien, sont alliés, ont tous deux rendu hommage au président iranien et au soutien qu'il leur a apporté dans leur lutte contre Israël. Au Yémen, les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, ont affirmé que la mort de Raïssi était une perte, non seulement pour l'Iran,
mais aussi pour l'ensemble du monde islamique, pour la Palestine et pour Gaza. Le Liban et la Syrie ont proclamé un deuil officiel de 3 jours.